C'est un phénomène qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Aux États-Unis, 1,6 million de personnes s'identifieraient comme transgenres, c'est-à-dire 0,5% de la population. Et ça a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est assez énorme. Mais surtout, ce mouvement trans touche tout particulièrement les plus jeunes, et donc les plus influençables. Et ce phénomène ne fait que s'accélérer. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Transmania de Marguerite Stern et Dora Muto. Un livre sorti il y a quelques semaines et qui a déjà beaucoup fait parler de lui. C'est un livre qui a été énormément critiqué et souvent condamné par avance par des gens qui ne l'ont pas lu. Alors bien sûr, on l'a pas lu le bouquin, on l'a même pas acheté, mais c'est pas grave parce que les journalistes qui les reçoivent en plateau l'ont pas lu non plus, donc voilà, on s'en fout. Ce livre, c'est véritablement un livre noir de l'idéologie transgenre. Et oui, le mot qui fâche vient d'être lâché. Pour Marguerite Stern et Dora Muto, le mouvement trans est une idéologie. Transmania de Dora Muto et Marguerite Stern qui se présente comme une enquête sur, je cite, les dérives de l'idéologie transgenre. Et quand on regarde la définition du mot idéologie, il est quand même difficile de leur donner tort à ce niveau-là. Idéologie, système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel ou collectif. Et cette idéologie, elle se base sur une conception bien particulière des notions de genre et de sexe. Pour les transgenristes, la notion de genre ne serait qu'une construction sociale arbitraire. Le genre ne serait qu'un spectre. Et entre le genre homme et le genre femme, il existerait une infinité de possibilités. Alors autant vous le dire tout de suite, ici, on ne va faire qu'effleurer le contenu du livre, tant l'enquête menée y a été poussée. Alors, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à vouloir transitionner? Qu'est-ce que la transition implique concrètement? Quelles sont les dérives du mouvement? Comment la propagande s'organise? Et qui finance tout ça? Eh bien, c'est à toutes ces questions que l'on va répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais peut-être très rapidement vous présenter Marguerite Stern et Dora Muto, qui sont, selon leurs propres mots, des déçus du féminisme. Ce sont toutes deux d'anciennes féministes assez radicales qui se déclarent aujourd'hui être des femélistes, c'est-à-dire qu'elles défendent les femmes biologiques. Une hérésie pour certains, au point que toutes les deux ont quelques procès aux fesses, notamment de la part de SOS Homophobie, qui ont porté plainte contre elles en les accusant de haine envers les personnes trans suite à la parution du livre dont on va parler aujourd'hui. Pourtant, ce ne sont pas les individus qui sont visés via ce livre, mais bien l'idéologie. Parce que oui, il y a des dérives dans le mouvement transgenre, et oui, il peut représenter un danger pour certains, et c'est pourquoi il est essentiel de dénoncer ces dérives. À la base du transgenrisme, il y a la dysphorie de genre, qui est un trouble qui figure dans le DSM-5. Quand on est atteint de ce trouble, on a l'impression d'être né dans le corps du sexe opposé. Et la dysphorie de genre, c'est vraiment la graine de littéralement tout ce dont on va parler ensuite. Donc déjà, il faut vraiment comprendre qu'il y a une énorme ambiguïté là-dessus. D'un côté, la dysphorie de genre est considérée comme un trouble psy, et d'un autre côté, le mouvement trans se bat pour que l'on considère que le fait d'avoir l'impression d'être né dans le mauvais corps soit quelque chose de parfaitement normal. Vous comprenez donc bien que d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce une maladie ou bien quelque chose de tout à fait normal? Si c'est une maladie, il faut la soigner, et vouloir la propager et en faire la promotion n'a littéralement aucun sens. Si c'est tout à fait normal, alors il n'y a pas de raison pour que ces gens profitent d'un traitement de faveur. Et cette fameuse dysphorie de genre, elle peut prendre de nombreuses formes. Et parmi ces formes, il y a ce qu'on appelle l'autogynéphilie, un terme inventé par le sexologue Ray Blanchard, qu'on peut définir ainsi. État d'une personne née avec une biologie mâle qui souhaite devenir une femme en étant motivée par l'excitation que le corps d'une femme lui procure en tant qu'homme. Okay. Alors oui, ça fait des nœuds au cerveau, okay. C'est comme la cousine de la mère du père de ton oncle. Faut se poser 5 minutes pour remettre tout à l'endroit. Alors pour vous la faire simple, c'est un homme qui fantasme d'être une femme, non pas parce qu'il est gay, mais parce qu'il est excité par le corps des femmes. D'ailleurs, il existerait un lien entre la consommation excessive de norpographie et le développement de fantasmes autogynéphiles. Et ce fantasme très particulier est nourri en partie par le sissy-porn, un sous-genre de vidéo norpographique proche de l'hypnose qui sert à faire en sorte que l'homme qui regarde la vidéo s'identifie à la femme qu'il voit. En gros, l'objet de son excitation, ce n'est plus la femme elle-même, mais c'est le fait de s'imaginer lui-même en femme. Parallèlement à ça, la popularité du contenu trans ne cesse d'augmenter.
En 2022, le site PH annonçait que la consommation de contenu trans avait augmenté de 75% aux États-Unis. L'autogynéphilie n'est cependant pas forcément déclenchée par la consommation de norpographie. Elle peut préexister et s'exprimer sous d'autres formes, comme le travestissement par exemple. Toute la question, c'est de savoir si ces fantasmes font partie du diagnostic de la dysphorie de genre ou non. Selon Ray Blanchard, il existe 2 catégories d'hommes qui transitionnent, les autogynéphiles donc, et les homosexuels transsexuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle de manière souvent très péjorative les folles, des hommes qui sont attirés par les hommes depuis toujours et qui se ressentent femmes. Mais il existe une autre catégorie de personnes qui peuvent choisir de transitionner, en plus des 2 définis par Ray Blanchard. Ce sont les transmaxeurs, et ceux-là, ils sont quand même bien gratinés. Ce sont des hommes, en général jeunes, qui estiment qu'il est trop difficile d'être un homme. Ce sont aussi des incels revendiqués, donc des hommes qui s'estiment incapables de trouver une copine. En fait, ils se définissent parfois eux-mêmes comme des mâles ratés. Dans le manifeste du transmaxing, on peut lire « Le transmaxing est une subculture de jeunes hommes qui décident d'adopter la transidentité non pas parce qu'ils pensent être nés dans le mauvais corps, mais simplement parce qu'ils le peuvent et qu'ils pensent qu'ils auront une meilleure vie ainsi. » En clair, comme ils s'estiment incapables d'accéder aux femmes en tant qu'hommes, ils choisissent de devenir des femmes lesbiennes. Certains mettent aussi en avant le fait qu'il soit plus facile d'être une femme, car ça permet, selon eux, d'exprimer des émotions fortes, d'extraire des ressources à des hommes, d'être mieux traités par les gens, et même de bénéficier d'une assurance de voiture moins chère. Il existe aussi des hommes qui choisissent de transitionner parce qu'ils ont un micro-pénis qui ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle digne de ce nom. Pour ce qui est des femmes, selon une étude de la docteure Lisa Littman, 23% des femmes qu'elle a interrogées ont avoué que la raison de leur transition était un rejet de leur homosexualité. Et si on a parlé de l'autogynéphilie, il faut savoir qu'il existe un pendant féminin à ça qui s'appelle l'auto-androphilie. Ce sont des femmes qui sont sexuellement excitées en s'imaginant être des hommes. Ce sont des femmes qui se fantasment souvent en hommes gays. Et bien souvent, ce fantasme-là est nourri par le yaoi, un type de fiction japonaise qui peut prendre plusieurs formes, roman, manga ou autre, et qui dépeint des relations homosexuelles entre hommes et qui sont bien souvent écrits par des femmes. Les codes utilisés dans ce type de littérature semblent donc souvent familiers aux jeunes filles. Alors il serait quand même un peu hasardeux d'établir un lien direct entre yaoi et transidentité, mais il faut quand même noter que la consommation de ce type de contenu est une récurrence chez certaines personnes trans. Et ici, on n'a parlé que des cas de personnes qui transitionnent d'un genre vers l'autre, mais il existe aussi des gens qui se font enlever les parties génitales sans rien reconstruire ensuite. C'est ce qu'on appelle la nullification. Bref, vous l'aurez compris, derrière la volonté de transitionner, on trouve énormément de cas différents. Et surtout, ce qui est préoccupant, c'est que les personnes trans présentent très souvent des comorbidités psychiatriques. Et selon une étude menée par une clinique écossaise, 72,4% des patients atteints de dysphorie de genre avaient déjà été diagnostiqués pour un autre problème psy. Et ça pose quand même question. D'ailleurs, selon Lisa Littman, 38% des personnes qui ont détransitionné l'ont fait parce qu'elles se sont rendues compte que la dysphorie de genre n'était qu'un symptôme qui provenait d'autres problèmes psychiatriques. L'une des premières étapes de la transition, c'est la prise d'hormones. Et cette prise d'hormones a beaucoup d'effets secondaires. Les hormones sexuelles agissent sur la fonction sexuelle, mais aussi sur le squelette, le système cardiovasculaire, la masse graisseuse, la peau, les muqueuses, le développement cognitif au moment de la puberté, etc. Bouleverser le système hormonal, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, les effets indésirables de la prise d'hormones à long terme ne sont pas encore tout à fait connus. Mais parmi les risques connus, on peut citer la stérilité, l'impuissance, l'obésité, le risque de développer certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, des tumeurs au cerveau et beaucoup d'autres joyeusetés. Pour les femmes, l'injection de testostérone n'est pas non plus sans danger. Il y a déjà un risque d'addiction, les règles qui deviennent irrégulières, finissent parfois même par s'arrêter, l'appareil génital se rétracte, s'assèche, il y a aussi des risques d'incontinence, le clitoris augmente en volume jusqu'à ressembler parfois à un micro-pénis, et il y a d'autres effets secondaires comme la perte d'appétit, la répartition différente des graisses, l'augmentation de la transpiration, les sautes d'humeur, l'irritabilité et la dépression. Et si beaucoup de transgenres se contentent de la prise d'hormones, certains vont encore plus loin en procédant à un changement de sexe. Lorsqu'on passe d'homme vers femme, on procède à ce qu'on appelle une vaginoplastie, qui consiste globalement à retourner le pénis sur lui-même en l'enfonçant à l'intérieur pour utiliser sa forme en creux. C'est ce qu'on appelle un néovagin. Là encore, les risques de complications sont très nombreux et les odeurs sont souvent très fortes.
En plus de ça, le plaisir sexuel est largement diminué. Selon une étude de 2023, sur 80 hommes ayant subi une vaginoplastie, 53,8% sont atteints de douleurs chroniques, 46,3% ont des problèmes liés à la dilatation de leur orifice, 42,5% signalent des saignements, 38,8% ont développé des excroissances de peau dues à une mauvaise cicatrisation, 18,8% rencontrent des problèmes liés à la fonction urinaire et 11,3% d'entre eux disent ne plus pouvoir atteindre l'orgasme. Donc non seulement ces opérations sont dangereuses, mais surtout elles ne permettent qu'un simulacre de changement de sexe. Je ne détaillerai pas ici, mais le résultat de ces opérations est absolument catastrophique. Et bien sûr, dans le cadre d'une transition, de nombreuses autres opérations de chirurgie esthétique peuvent également être pratiquées. Et certaines opérations peuvent d'ailleurs être remboursées par la sécurité sociale. Et ça, c'est extrêmement paradoxal, parce que d'un côté, le transsexualisme a été retiré de la liste des maladies psychiatriques, mais d'un autre côté, les militants trans réclament l'assistance médicale de l'État. Les trans disposent donc d'un traitement de faveur, mais n'en sont toujours pas satisfaits. Pendant ce temps, il faut toujours débourser un demi-SMIC pour se faire arracher une dent et 5 000 € au minimum pour traiter un lipodème, maladie typiquement féminine. L'argument qui revient le plus de la part des défenseurs du mouvement trans, c'est celui de la liberté individuelle. Le problème, c'est que cette liberté individuelle, elle s'exprime parfois aux dépens du bien commun. Je vais vous donner ici quelques exemples. Déjà, quand on parle des problèmes que pose le transgenrisme à la société, l'un des sujets qui vient le plus rapidement, c'est celui des compétitions sportives. Pour ne prendre qu'un exemple, le coureur Alba Diouf stagnait à la 980e place nationale et a fini par grimper à la 58e place mondiale en devenant une femme. Parce que oui, les différences physiques entre les hommes et les femmes ont une influence sur les performances physiques. Non, les constructions sociales n'expliquent pas toutes les inégalités. Un autre problème est celui de savoir ce qu'on fait d'une personne dont l'état civil dit qu'il est une femme au moment de l'incarcérer. En France, ce type de cas ne s'est présenté qu'une seule fois. Mais comme le phénomène trans est bien parti pour prendre de l'ampleur, ce type de situation devrait se multiplier. En Angleterre, il y a quelques années, une personne trans a profité de son incarcération pour violer plusieurs de ses codétenus. Alors il ne s'agit pas de généraliser et de dire que ce type de fait est propre à la communauté trans, mais simplement de dire que cette possibilité existe. Il faut aussi savoir que même la communauté lesbienne a constaté la pression de ces femmes à pénis. Certaines ont même été insultées pour avoir affirmé que les hommes trans ne les attiraient pas. L'association anglaise Get the Hell Out a par exemple dénoncé le fait que dans les milieux queer, on recommandait aux lesbiennes de prendre avec elles des préservatifs pendant leur soirée lesbienne. Certains trans mettent même en avant l'argument du bioprivilège. Les femmes ne mériteraient pas d'être femmes tout simplement parce qu'elles n'ont rien fait pour le devenir et donc les trans, elles, auraient plus de mérite à être des femmes. Et puis, sans rentrer dans les détails, récemment, un certain nombre de personnes trans ont commis des meurtres absolument atroces que je ne pourrais même pas détailler dans cette vidéo. Je peux néanmoins vous donner des noms si vous voulez faire vos recherches par vous-même. Barbie Kardashian, Jerry Brados, Donna Perry ou encore Joanne Owen. Et bien sûr, beaucoup de militants transgenres rétorquent qu'aucun de ces meurtriers ne sont de véritables trans. Et là-dessus, Stern et Muto relèvent une contradiction très intéressante. D'un côté, ces militants transgenristes revendiquent le droit à l'autodétermination, mais dès que ça ne fait plus leurs affaires, alors ils refusent à certains cette étiquette de transgenre. On peut aussi noter le fait qu'un certain nombre de tueries de masse aient été perpétrées au nom de l'idéologie transgenre. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de généraliser ici, mais d'informer sur le fait qu'il y a bel et bien des dérives dans ce mouvement. Même si nous critiquons ce nouveau phénomène qui lèse les femmes à bien des niveaux, il faut aussi voir que les personnes transgenres subissent des violences inacceptables. À titre indicatif, en 2022, l'association Stop Homophobie a recensé 184 cas d'agression physique. Mais les dérives les plus importantes, celles qui inquiètent le plus l'opinion publique, et à juste titre, ce sont celles qui concernent les enfants. Car oui, inciter les enfants à adhérer à cette idéologie, c'est les mettre en danger physiquement et mentalement. S'il existe bien entendu de réels cas de dysphorie de genre, il ne faut pas oublier
que ces cas sont en réalité plutôt rares et qu'une grande partie des enfants qui souhaitent transitionner sont souvent très influencés par l'effet de la contagion sociale, que ce soit par l'intermédiaire des médias, des réseaux sociaux, de leurs amis ou parfois même de leurs parents. Donner des bloqueurs de puberté à des enfants, ce n'est absolument pas anodin. Les bloqueurs de puberté permettent d'arrêter la production des hormones sexuelles justement responsables de la puberté. Et au départ, ces médicaments étaient utilisés pour traiter des cas d'infertilité liés à l'endométriose, le cancer de la prostate, mais également pour castrer chimiquement les prédateurs sexuels. Et ils ont commencé à être utilisés à la fin des années 90 pour bloquer la puberté d'enfants qui souffraient de dysphorie de genre alors que leur système hormonal était parfaitement sain. Là encore, il y a beaucoup d'effets secondaires. Maux de tête, bouffées de chaleur, risque d'aggravation de l'état émotionnel et de la dysphorie de genre, impuissance et infertilité. En 2014 et 2017, la clinique Tavistock en Angleterre a administré des bloqueurs de puberté à au moins 800 mineurs, dont 230 avaient moins de 14 ans. La clinique Tavistock est d'ailleurs aujourd'hui poursuivie par plus de 1000 familles qui estiment qu'on leur a menti concernant les dommages irréversibles des transitions médicales sur la santé de leurs enfants. Et la volonté d'embrigader les enfants très tôt dans ces délires, on l'a souvent retrouvée dans certaines gay pride, mais aussi dans les lectures de drag queens, dans les bibliothèques, qui ont fait beaucoup parler d'elle. Mais Stern et Muto vont même plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéologie transgenre et ses dérives ouvrent une brèche intéressante pour l'avancée des revendications pédophiles. Après tout, si c'est à l'enfant de consentir à changer de sexe, pourquoi ne pourrait-il pas consentir à avoir une relation sexuelle? Et ce lien qu'elles font entre le transgenrisme et la pédophilie, elles ne sont pas les seules à l'avoir fait. Rüdiger Lottmann, universitaire LGBT, explique que si les enfants sont désirés par des adultes, c'est parce qu'ils ne sont pas encore totalement mâles ou femelles, et qu'en fin de compte, le pédophile serait le parfait bisexuel, car l'enfant est androgyne et donc non-binaire par nature. En fait, l'enfant serait érotisé en tant qu'objet qui ne serait ni homme ni femme. En 2022 et 2023, de nombreux actes pédocriminels ont été perpétrés par des personnes qui s'identifiaient comme trans. Carlos Arturo Aparicio Hernandez, Jenna Elizabeth Guevara, Matthew Marina Volz ou encore Andrew Miller. Plus encore, certains se servent de l'idéologie trans pour transitionner en prison afin d'obtenir un nouvel état civil une fois libérés et être plus difficile à retrouver dans les registres des délinquants sexuels et également sur les moteurs de recherche. Et après tout, si le sexe n'est pas une donnée immuable, pourquoi l'âge devrait-il l'être? Si ce qu'on a entre les jambes ne sert pas à définir un individu, pourquoi est-ce qu'une date sur un calendrier le ferait? Mais ce qui est franchement inquiétant, c'est que prendre la parole pour défendre les enfants peut être très durement puni. À Rennes, un militant de droite du groupe L'Oriflamme a été condamné à 4 mois de prison pour avoir déployé une banderole sur laquelle était écrit « À nos enfants, inculquez nos racines, n'imposez pas les drag queens ». Ce que dénoncent Stern et Muto, c'est que le transgenrisme n'est plus simplement la conséquence d'un trouble mental, mais qu'il s'est transformé en une véritable idéologie. Une idéologie qui se répand très rapidement et notamment chez les plus influençables, c'est-à-dire les adolescents. Et les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram y sont d'ailleurs pour beaucoup. Le mouvement trans et son esthétique à la fois colorée et rebelle a tout pour attirer la jeunesse. Transitionner, ça devient une manière de se démarquer. C'est vu comme quelque chose de très subversif, qui va à l'encontre des normes. Et ça, c'est quelque chose qui est très prisé par les adolescents. Le transgenrisme est une nouvelle mode, et comme toutes les modes, elle passera. La question qui nous inquiète est: combien d'enfants et de jeunes femmes cette mode aura-t-elle détruit sur son passage? Selon de nombreux spécialistes, la dysphorie de genre finit par s'estomper avec l'âge. Selon Kenneth Zucker, chez 88% des enfants qu'il a suivis, le trouble a fini par disparaître à l'âge adulte. Cependant, il estime qu'à partir du moment où l'étape du coming out est franchie, cette dysphorie est moins susceptible de s'estomper. Pour le dire très clairement, voici quel est le problème. La dysphorie de genre est une réalité, mais ce trouble a tellement été glamourisé qu'il a fini par devenir enviable. Et par effet de contagion sociale, bon nombre de jeunes vont entamer des démarches de transition alors qu'ils ne souffrent pas réellement de dysphorie de genre. Il faut vraiment insister sur ce point, il y a un phénomène de contagion sociale, une mode. Et selon le psychiatre Lionel Penrose, le fait qu'une mode se répande rapidement dans une communauté n'est pas toujours un problème. Mais cette mode peut devenir ce qu'il appelle une maladie mentale des foules. Voici d'ailleurs comment Abigail Shrier la définit. C'est lorsqu'on oblige un individu à dépenser une quantité anormale d'énergie orientée dans une seule direction et que par conséquent, des questions plus vitales peuvent être négligées pour le bien-être du groupe.
Avec le transgenrisme, on est donc en plein phénomène de contagion sociale. Ce qui veut dire que si parmi les personnes qui se revendiquent trans aujourd'hui, certaines sont réellement atteintes de dysphorie de genre, certaines sont des dommages collatéraux. Des adolescents un peu paumés qui voient dans cette communauté un lieu où ils se reconnaissent. En fait, par certains aspects, le mouvement trans peut même faire penser à une secte. Selon Sophie Robert, les personnes qui adhèrent à cette idéologie trouvent à la fois une explication logique à leur mal-être et une communauté d'accueil qui leur envoie de l'amour en permanence. C'est le concept du love bombing. Elles sortent de leur isolement, sont portées par une communauté qui va les pousser à aller jusqu'au bout dans leur démarche. La contagion sociale est aussi appelée syndrome psychogène collectif. Et la docteure Lisa Littman parle de dysphorie de genre d'apparition rapide pour qualifier la dysphorie de genre due à cette contagion sociale. Selon Amanda Rose, professeure de psychologie à l'Université du Missouri, les filles seraient plus sensibles à la contagion sociale que les garçons parce qu'elles sont plus enclines à répondre par des déclarations de validation et de soutien que par des questionnements. Donc pour résumer rapidement, les hommes transitionneraient davantage pour des raisons internes, fantasmes, désirs sexuels, etc. et les femmes pour des raisons externes. Et elles seraient donc beaucoup plus touchées par la contagion sociale. Mais alors, comment est-ce que tout ça s'est développé et surtout, comment est-ce que ça s'est développé aussi vite? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Savez-vous quel est le point commun entre toutes ces entreprises? Eh bien, elles ont toutes déjà fait la promotion de l'idéologie transgenre. De même, des sites comme Patreon, TikTok, Eventbrite, Change.org, LinkedIn, Facebook ou Instagram n'ont pas hésité à censurer la militante Posie Parker qui a osé s'opposer publiquement à l'idéologie trans. Bref, le monde de la tech est totalement soumis à cette idéologie, qui n'empêche pourtant pas certains militants de considérer qu'ils sont discriminés de manière systémique. Mais si les géants de la tech, les multinationales et de très nombreuses marques font la promotion de l'idéologie transgenre, du côté des masses populaires, c'est un tout autre son de cloche. Cette idéologie est très loin de faire l'unanimité. Vous vous souvenez peut-être du scandale qu'avait provoqué la marque de bière Budweiser en faisant appel à Dylan Mulvaney pour une de ses pubs. Résultat, une immense campagne de boycott a été lancée contre la marque, qui a perdu 385 millions de dollars. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines, d'où le célèbre slogan « Go woke, go broke » d'ailleurs, qui veut dire en gros qu'adopter l'idéologie woke, c'est se condamner à la faillite. Et donc, la question très légitime qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'autant de marques adhèrent à cette idéologie alors que ça leur fait littéralement perdre des millions? Pourquoi des entreprises capitalistes qui devraient, en toute logique, choisir le profit avant tout, choisissent de défendre une cause, quitte à perdre des fortunes? Eh bien peut-être tout simplement parce que ce qu'ils perdent d'un côté, ils le regagnent ailleurs. La Human Rights Campaign, ou HRC, note les entreprises selon leur niveau d'inclusivité. La HRC, c'est une organisation extrêmement puissante, financée entre autres par la fondation Soros et par le laboratoire pharmaceutique Gilead. Et la HRC peut décerner le titre très envié de « meilleur endroit où travailler pour l'égalité LGBT », un titre qui a beaucoup d'influence. On peut dire que le HRC a bien bossé, car en 2000, seulement 3% des entreprises du classement Fortune 500 incluaient l'identité de genre dans leur politique de non-discrimination, alors qu'en 2024, elles étaient 83%. Mais ce n'est pas la seule arme à la disposition du lobby trans. On peut aussi parler du score ESG, qui a été encouragé par de gros fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard et State Street Bank. Les fonds ESG sont investis dans des entreprises qui privilégient l'égalité raciale, l'égalité des sexes, s'opposent aux combustibles fossiles, etc. Bon, à première vue, tout ça semble plutôt positif. Le truc, c'est que si les entreprises n'adhèrent pas à 100% aux valeurs progressistes imposées, elles risquent de perdre leur financement. Elles sont donc totalement soumises aux caprices des idéologues. BlackRock, par exemple, peut faire pression sur les entreprises en déterminant la rémunération et les primes des dirigeants. Larry Fink, le PDG de BlackRock, déclarera d'ailleurs « You have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, and ultimately, it's still going to take time, but I am just as much shocked as Ken is that we have not seen more opportunities, and we're going to have to force change. » Les entreprises ont plus intérêt à déplaire aux masses populaires, comme dans le cas de Budweiser, qu'aux grands patrons de BlackRock. Encore une preuve, s'il y en avait besoin, que le capitalisme est du côté
des progressistes. On pourrait aussi parler de la coalition Open for Business, qui regroupe des entreprises comme Google, American Express ou encore Microsoft. Dans un de leurs rapports, la coalition Open for Business a exprimé l'idée que la puissance de dépenses du consommateur LGBT est grande. Le marché des consommateurs LGBT y est estimé à 917 millions de dollars de pouvoir d'achat, avec une augmentation de 73 millions de dollars dans les 12 mois à venir. Du côté des banques, on peut mentionner l'Interbank LGBT Forum. Parmi les membres de ce forum, on peut retrouver Barclays, JP Morgan, Chase & Co, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas et d'autres. Au niveau des médias, on peut citer le GLAAD, dont le slogan est « Mener la conversation, former le narratif médiatique, changer la culture ». Et le GLAAD a à plusieurs reprises pu exercer des pressions à l'encontre des médias qui lui désobéissent. En 2023, elle a par exemple fait circuler un bus qui diffusait un message accusant le New York Times de nuire aux personnes trans. En France, c'est l'association AJL qui s'occupe de faire pression sur les médias. Certains médias ont même signé sa charte, parmi eux Le Monde, L'Équipe ou encore Libération. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément d'argent derrière le mouvement trans. Un rapport de LGBT Funders de 2021 explique que 36 millions de dollars ont été distribués pour soutenir les revendications du mouvement trans. Cet argent, il vient d'ONG pro-trans qui vont agir autant dans le domaine politique que juridique, médical et médiatique. Et parmi les plus grands bienfaiteurs de la cause transgenre, on retrouve de nombreux philanthropes comme Reed Erickson, John Stryker ou encore le fameux George Soros qui finance de nombreuses ONG transgenristes. Enfin, le laboratoire Gilead, quant à lui, a investi 3,2 millions de dollars pour soutenir la cause trans et la lutte contre le VIH à travers l'ONG Human Rights Campaign dont on a déjà parlé juste avant. Et le fait qu'un laboratoire soit impliqué là-dedans n'est d'ailleurs pas étonnant, parce qu'il faut bien avoir conscience que le marché du transgenrisme est en pleine expansion. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, en 2016, seules 3256 personnes ont subi une opération de changement de sexe. En 2017, leur nombre a plus que doublé. Et en 2020, il s'élevait à 16 353. Bref, c'est un marché extrêmement juteux qui a le soutien des multinationales, des banques et de presque toutes les grandes marques. Le transgenrisme tente de se faire passer pour une contre-culture lorsqu'il est en réalité un mouvement soutenu par la crème du capitalisme. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et comme je vous le disais en intro, je n'ai fait qu'effleurer le contenu du livre, tellement l'enquête est conséquente. Alors je vous encourage vivement à vous le procurer, ne serait-ce que pour soutenir l'initiative et récompenser le courage dont ont fait preuve Stern et Muto avec ce livre. J'ai déjà traité de livres qui parlaient du transgenrisme sur cette chaîne, mais aucun n'était allé aussi loin. Et j'ai pas du tout parlé de la forme, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très facile et agréable à lire, et qu'il y a même des moments où on rigole carrément. Et je vous ai même pas parlé de Robert, parce que je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ajouterai aussi que depuis que je recueille des témoignages sur ma chaîne secondaire, j'ai pu parler à énormément de personnes trans qui rejettent radicalement les mouvements LGBT et toutes les idéologies qui visent à politiser le transgenrisme. Et donc il faut vraiment avoir en tête que non, l'idéologie transgenre ne fait pas l'unanimité, même chez les concernés.